Bienvenue dans Ciné-Série et compagnie qui part vivre mille autres vies de l'autre côté des écrans, au-delà des apparences, mais au cœur de l'agitation du monde. C'est un cinéaste qui questionne le réel après l'affaire Outreau dans Présumé coupable, le scandale Clearstream avec l'enquête. Vincent Garanc relate dans Au nom de ma fille le combat d'un homme pour faire condamner l'assassin de son enfant. Comment, en racontant un fait divers, sonder l'âme humaine, c'est la leçon de mise en scène de la semaine. Un autre réalisateur à l'honneur, Jeff Nichols, qui renoue avec l'atmosphère oppressante de Take Shelter et son acteur fétiche Michael Shannon pour Midnight Special, l'histoire d'un enfant venu d'ailleurs. Cela méritait bien une déclaration. On redeviendra très terre-à-terre en se demandant comment les séries décrivent l'univers ou plus exactement le business du monde de la musique. Quelques notes encore grâce à la chanteuse Joyce Jonathan qui révèle son côté rieur mais aussi un peu énervé. Rencontre avec une fan des frères Cohen et de Game of Thrones. Mais tout de suite, plongée dans la tête d'une actrice d'une immense franchise qui revendique le droit à l'excès, Adèle Haenel. Le petit monde du cinéma est, soyons un peu honnêtes, souvent très policé. Et les acteurs soucieux de plaire trop en contrôle de leur image et de leurs propos. Mais ne comptez pas sur Adèle Haenel pour se plier à ce jeu de dupes. Bonjour. Malgré 2 Césars et une notoriété grandissante, cette jeune femme à la franchise désarmante n'a nullement le souci de plaire, mais seulement celui de vivre son art comme un engagement, un acte de foi collectif. Elle passe ainsi au gré du film Les Ogres, de premier rôle à figurante, avec la même fougue et une générosité sans pareille. Ce petit bijou nous entraîne au cœur d'une troupe de théâtre itinérant qui prend la vie et les émotions à bras le corps dans une profusion de rires, de larmes et de couleurs. Sur la tête de ma mère, vous êtes des malades, putain. C'est un asile de fou, cette caravane. Rencontre avec un diamant brut. Vous jouez quoi? On joue le cabaret Tchekhov. Vous connaissez? Tchekhov. Oui, oui. Avec ce film, Adèle, vous avez dû vous faire adopter par 2 familles, celle du théâtre itinérant et celle de Léa Fener, la réalisatrice, qui filme pour la plupart les membres de sa propre famille. Alors comment est-ce que... Comment est-ce qu'on se fait adopter? Vous voulez un mode d'emploi? Je sais pas, sur le théâtre itinérant, en fait, j'avais quand même... Je connaissais pas vraiment spécifiquement ce milieu-là, surtout le théâtre sous chapiteau, qui est encore quelque chose de spécifique, assez quoi. unique, ouais. Avec un esprit de troupe très fort. C'est des gens qui se connaissent depuis 20 ans, voire plus. Voilà. Donc c'est un truc de temps. Donc après, se faire adopter, ça reste... on est quand même le petit nouveau, quoi. En fait, c'est des gens très bienveillants, qui sont énormément dans le partage, et qui ont envie de partager leur mode de vie. 2 bras, 2 jambes et une bite. Ça va pas là, on vous entend sur scène. Vous faites du théâtre itinérant, c'est le genre de métier dans lequel on ne doit pas s'ennuyer. Jeune homme, c'est pas à New York que ça se passe, mais importe la nouvelle. Vous vous êtes senti comment sur ce tournage? Au théâtre, au cinéma, dans la vie? C'était quoi le rapport que vous aviez avec la caméra? Est-ce que c'était très différent d'autres films? Ben, je sais pas, moi j'avais un rapport surtout avec les gens. Et en fait, ce qui avait de différent, c'est que déjà sur le tournage, l'ambiance, elle a vraiment été propice justement à la formation d'un groupe, parce qu'on vivait tous ensemble. Et il y avait quelque chose de l'ordre de la troupe en fait qui s'est constitué, que ce soit entre les acteurs ou même avec les techniciens. Donc il y avait quelque chose de très festif. Qu'est-ce que tu dirais toi comme prénom, Margot? Je sais pas. C'est un joli prénom, ça. C'est pas mal, je sais pas. c'est cool, mais c'est pas un peu lambda quand même. Ça apporte dans le cinéma quelque chose qui est toujours pris un peu avec des pincettes. Justement au cinéma, c'est l'excès, quoi. Alors qu'au théâtre, il y a tout ce truc, c'est beaucoup plus présent, en tout cas dans une certaine forme de théâtre, l'excès. Et se permettre l'excès, je trouve que c'est libérateur de plein d'énergie, de plein de frustration aussi. Mais c'est quoi ce truc? Vous allez me mettre un sextoy? Ça, c'est pour faire une échographie vaginale. C'est un peu un truc de pervers, votre métier? Non, non, c'est juste pour vérifier que le bébé a une Ouais, belle tête oui, bien c'est ça. faite. Mais non, enfin. C'est pas du tout un truc de pervers, je mets les gardes, c'est tout, enfin. Ça te dérange pas, toi? Quoi? Ça vous vient d'où, cette quête d'excès, d'aventure collective? Je connais beaucoup d'acteurs qui ont quelque chose de très individualiste que vous semblez n'avoir pas du tout. Moi, ça m'intéresse, ce truc de vivre ensemble. Parce qu'au final, j'ai l'impression que les trucs les plus forts, que ce soit par exemple le tournage des Ogres, qui a été un moment finalement choc, de rencontre de l'autre, quoi. Vraiment, autre origine, autre milieu. Et c'est un moment, genre, on se dit, ouais, ils font peur. Et en fait, non.
Et en fait, c'est tellement agréable de se débarrasser de ses préjugés, quoi. L'autre, c'est toujours un peu la peur et en même temps la libération, quoi. Au final, de se concentrer toujours sur ses émotions à soi, je pense qu'il y a un truc de l'ordre de forme de nécrose aussi. Voilà. 5 minutes, c'est quoi ce chantier? On avait dit demain matin rangement. Ça va, on a le temps, non? Non, on n'a pas le temps. Dans 2 heures, il y a les gosses du centre aéré qui arrivent. Allez, au boulot, on s'y met. Tout le monde s'y met, d'accord? Dans 2 heures, je veux que tu sois nickel, hein? Je veux qu'on ait l'air normaux, bourgeois et propres, d'accord? Il y a du taf. Papa. Vous pouvez avoir un côté ogre, vous aussi, parce que ces personnages, c'est des gens qui bouffent la vie, qui peuvent même parfois se bouffer entre eux dans leurs relations. Ouais, bon, parfois j'essaie de me polisser, vous voyez, parce que là je me polisse un petit peu, puisque j'ai envie d'avoir l'air aimable, mais j'y arrive pas trop. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Moi je non, vous mais demande ça pas. va, mais Ça m'intéresse de vous voir en vrai. Hein. Ouais, mais bon, moi, ça m'angoisse parce qu'il y a des gens qui filment et tout. Du coup, je me dis merde, ça va rester. Voilà. Mais sinon, par exemple, si je parle de cinéma, moi, je veux dire, je peux. Voilà, quand j'aime un film, je le défends. Je vais pas dire ah oui, mais c'est qu'un film. Ça m'énerve, en fait. Quand je défends un film, j'ai l'impression que c'est le moment, justement, de sortir toutes les passions et de dire putain, c'est génial ou c'est nul, de s'empoigner, ou de casser les tables, je sais pas, n'importe quoi. Bon, évidemment, c'est au figuratif, j'ai jamais cassé une seule table, mais je veux dire, ça donne envie, quoi. Moi, j'adore ce truc-là, d'être traversé par des émotions fortes, et surtout en parlant de cinéma ou de littérature, parce que c'est comme ça qu'on vibre, quoi. Parce que sinon, on s'engueule pour quoi? On s'engueule pour la réduction. Enfin, on peut s'engueuler aussi pour le changement de loi, et des trucs comme ça, bien sûr, c'est pas pour dire, c'est aussi important, mais c'est pas le même genre de colère, quoi. Ou de joie, d'ailleurs. Et en parlant de cinéma, vous vibrez autant comme spectatrice que comme comédienne? Ouais, comme spectatrice, il y a des trucs vraiment que... Voilà, des films pour moi qui sont super importants. Et d'ailleurs, de manière récente, moi, par exemple, un film qui m'a bouleversée, c'est Carole, dernièrement. Je trouve ce film magnifique. Les émotions, parfois... Enfin, c'est des trésors, quoi. Je veux dire, quand on se balade avec un film en soi, je sais pas, ça change la vie, en fait. Et vous croyez à ce pouvoir-là, qu'un film, ça peut changer la vie? Ouais, je pense. Il y a des trucs qui nous nourrissent simplement, genre c'est trop agréable parce que du coup, on extrait une chose, une autre du film et on s'en nourrit, ça fait des objets de réflexion. Et il y a des films qui nous terrassent et que je ne trimballe pas du tout comme des objets de réflexion, mais juste comme des... Non, des objets d'émotion. Ouais, comme des trucs... Franchement, je pense que le mot trésor, c'est le meilleur. J'ai l'impression qu'on se balade tous un peu avec des noisettes comme les écureuils. Enfin bref, voilà. Vous savez déjà pourquoi vous faites du cinéma? Vous l'avez compris? Ou ça viendra plus tard? Parce qu'on m'a dit, tu veux faire du commerce ou tu veux faire du cinéma? Et moi, je préfère faire du cinéma. Moi, je sais qu'il y a un texte qui m'a vraiment bouleversée. Enfin, c'est un peu con parce que c'est finalement un texte très connu, mais c'est La Mouette. Que ça, j'ai joué en 2012. Donc ça n'a pas si longtemps au final. Et ça a ouvert une porte. Ça répond peut-être pas à votre question, mais ce que je veux dire, c'est que le côté, la maladie de l'amour, du jeu, des textes et tout ça, j'adore ce travail, j'adore. Voilà, c'est un peu con, c'est un peu simple comme réponse. Bah non, mais arrêtez! Arrêtez, chère Adèle, et surtout conservez ce naturel, cette gêne qui vous va si bien. La scène vous attend. Ah oui, j'ai oublié de dire, enfin, on joue dans Pinter, enfin, je joue dans Pinter avec 2 autres personnes. Je vous le dis à vous, comme ça vous le savez. C'est à partir du 29 mars à l'atelier. Cher Jeff Nichols, vous revoilà enfin. Parce qu'entre chacun de vos films, figurez-vous que je compte les jours. Bientôt 3 ans depuis Mud, il était temps. Pour moi et pour beaucoup d'autres, vous êtes le cinéma américain dans ce qu'il a de plus beau aujourd'hui. Accessible mais différent, universel mais personnel et toujours concernant. What do you know about Alton Meyer? I wouldn't know where to start. He would have fits. Things would break. It was like a feeling. Kind of feeling. Pour Midnight Special, vous ne vous êtes pas embarrassé de blabla psy pour éclairer vos personnages. Ils sont comme ils sont, à nous de comprendre ou pas. Il faut juste vous faire confiance et ça tombe bien, c'est tout le propos de votre film. Bon, moi je vous fais confiance si vous me dites comment vous travaillez. D'accord? Well, when I'm writing, I always write on 2 tracks. You know, there is this one track that is kind of about genre and plot, and in this particular case, you know, I wanted to make an homage to the 80s sci-fi films that I love. I wanted to make a government chase movie. I wanted to make a movie that you know, where guys had to move on back roads through the American South, mostly at night. And then there's this other track and these other types of inspirations, which are all personal. And in this particular case, it was all about having a young son. Vous êtes papa depuis peu. Vous ne l'étiez pas encore pour Mud, Tech Shelter ou Shotgun Stories.
Pourtant, vos films tournent autour de la famille, souvent en lutte contre la société. Ici, on ne sait rien de cet enfant étrange, ni quel est cet endroit mystérieux où il veut absolument entraîner tout le monde. On comprend juste qu'il faut croire en lui, un peu comme en vous, qui nous menez aussi vers une destination inconnue. Partly this feeling of helplessness, and then you also have to just kind of give over to this idea that, you know, there's this other person in your life that you would do anything for, but that you really have no control over. And that idea really was the basis for Midnight Special. I like worrying about you. You don't have to anymore. I'll always worry about you, Alan. That's the deal. They don't know what these manifestations are, these abilities. They don't understand them, and we as an audience aren't supposed to understand them either. And you know, the big thought there is, I think our kids are going to be who they're going to be, and you have to kind of understand that, and you have to have faith in the idea that that they're going to be okay as long as you support who they are. Roy spent 2 years watching another man raise our son. He'll do anything to get him here. I remember when Mike Shannon first read the script, he was even like, all right, you got to tell me why, because you don't explain anything ever. So why are we going to this place? And I was like, look, this is about belief in something. And you don't understand it, you don't know it, you can't explain it, but you believe that that this is important, that this destination is important, and you have to have faith in that, you have to believe in that. La famille, la foi, la confiance, vous semblez appliquer ce credo à vos propres comédiens. Michael Shannon a joué dans tous vos films. Vous croyez en lui, il fait visiblement partie de votre famille de cœur. I'm very fortunate that I write things that Mike Shannon wants to do. And so when he shows up to set, he understands the character. And so we don't rehearse. We just kind of start rolling. And by the end of it, you'll have 8 takes, all of them totally in the wheelhouse, but all of them slightly different. He's like a precision race car in that sense. You know, you turn the wheel ever so slightly and he goes. I think he's able to hold emotion on his face in a way that many actors can't. You cannot leave the band. You hear me? I'm sorry. It's okay. I shouldn't have left you. No. I'm sorry. Jeff puts a lot of trust in the actors. It's such a scary thing to go to work. There's so much fear and anxiety about, you know, is this gonna be any good? Are we doing it right? When you go to work on Jeff's movies, there's a lot less of that, because Jeff instills confidence in everyone he works with. Et c'est probablement pour cela que vous avez réussi à réunir Adam Driver, Kirsten Dunst et Joel Edgerton autour de ce petit garçon qu'il faut apprendre à laisser partir. Et ce messie plein d'espoir, cet alien dangereux ou cet enfant mourant selon les points de vue, il n'est pas prêt d'oublier ce rôle. When I first read the script of Midnight Special, I thought it was going to be, if I got this job, it was going to be so cool to play Alton. For example, the lights coming out of my eyes, the cool stunts, and with the shaking of the house. I always wanted to be a superhero when I grew up, so this is pretty cool. Et bien voilà, cher Jeff Nichols, vous avez rendu un enfant heureux et des spectateurs aux anges. Vous pouvez être fiers de vous. Maintenant, je compte les jours jusqu'à la sortie de Loving, votre prochain film dont l'équipe montera peut-être le tapis rouge de Cannes, qui sait. Allez, J-2 mois, top chrono. C'est peut-être que je vieillis. Je veux pas laisser. L'extra interview, c'est une personnalité qui dévoile une parcelle d'elle-même à travers son amour du cinéma et des séries. On connaît de Joyce Jonathan la douceur, elle qui chante de sa voix cristalline l'amour et ses désillusions sur fond de ballades folk et de mélodies délicates. Mon bonheur, c'est toi. Mon bonheur, tu le sais. C'est toi et moi sur l'oreiller.
Mais à 26 ans, la jolie brunette qui vient de sortir son 3e album est aussi une fille bien de son temps, accro aux écrans. Les cahiers, les dessins que j'ai gardés du jardin d'enfants. Joyce, votre nouvel album s'intitule Une place pour moi. Oui. Quelle est la place que vous avez la sensation de rechercher en tant qu'artiste ou que peut-être vous avez déjà trouvée? C'est en tout cas le fait de me sentir à ma place, légitime, me dire que j'ai pas l'impression de débarquer dans un métier qui est pas fait pour moi. Et puis là, avec ce 3e album, j'ai le sentiment en tout cas que c'est plus un hasard, que ça se fait parce que voilà, c'est peut-être vraiment mon métier maintenant. Et puis ça parle aussi du fait de trouver sa place auprès de quelqu'un. Parfois, on rencontre des personnes qui sont trop écrasantes, à côté de qui on ne trouve pas forcément sa place. Et on a envie d'y croire, se dire que ça peut marcher comme histoire, mais en fait, il n'y a pas forcément une place pour nous à côté de cette personne. Chanter l'amour sur le papier, ça peut sembler fait, refait, presque devenu cliché. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter? De quelle façon? Qu'est-ce qui fait que la patte de Joyce Jonathan, elle est différente de tous ceux qui ont déjà chanté l'amour? À ce moment-là, faire l'amour, c'est déjà fait, refait, on peut rester chez soi. Vous avez bien raison. Mais non, en fait, je raconte vraiment ce que je ressens. Donc c'est des messages, en tout cas, qui pour moi ont de l'importance, qui sont en tout cas sincères. Et puis je pense que l'amour, effectivement, c'est quelque chose qu'on a tous connu au moins une fois à un moment. Et que c'est un moteur qui est quand même assez énorme. C'est ce qui donne aussi envie de prendre soin de soi, de se lever le matin quand on est vraiment amoureux. Et je pense que c'est aussi une manière de se connaître soi-même à travers l'autre. Et c'est de ça dont parle spécifiquement cet album. Alors, il y a les chansons d'amour, il y a les films d'amour. Est-ce que c'est cliché d'imaginer que la spectatrice que vous êtes est forcément attirée par les films d'amour? Moi, j'adore les films d'amour. Je suis une grande romantique. J'adore Love Actually. J'adore... c'est pas vraiment un film d'amour, mais il y a toujours une histoire d'amour, de toute façon, dans tous les films. C'est 30 ans sinon rien. Film très, très girly, avec Jennifer Garner. Et qui rencontre Mark Ruffalo. Ils ont une histoire d'amour dedans. Et puis en plus, le film est génial. Mais totalement girly, mais j'assume, j'adore. Comment a débuté votre initiation à l'écran, au cinéma ou aux séries? Alors en fait, c'était assez chaotique quand j'étais petite parce que mon père était OK pour qu'on regarde la télé avec mes 2 grandes sœurs, seulement si on regardait des films sous-titrés. Donc des films anglais sous-titrés. Donc ça devenait super chiant tout d'un coup parce qu'on galérait, c'était plus du tout sympathique comme moment. Et à part les Disney qu'on avait le droit vraiment de regarder normalement. Et du coup, c'est quand j'allais dormir chez mes grands-parents le vendredi soir qu'on avait le droit de regarder la télé. Et en fait, on mettait notre réveil le samedi matin avec mes sœurs, genre à 6h du matin, pour pouvoir regarder toutes les séries. J'adorais Lizzie McGuire, le début d'Anna Montana. Du coup, le samedi matin, c'était full série pendant 5 heures, avec tartine de Nutella. The past is already written. The ink is dry. Le gros coup de cœur de ces derniers temps, c'était Game of Thrones. Vraiment, je trouve que c'est génial. Alors en plus, c'est pas du tout mon délire, les trucs de fiction improbable avec des mondes parallèles. J'aime pas du tout d'habitude. Et là, en fait, c'est comme c'est des sentiments humains qui sont juste transposés dans un univers. Oui, dans un univers fantastique. Ça reste des histoires qui pourraient arriver à tous, des histoires d'amour justement, des trucs de pouvoir, de plein de choses, quoi. Et vraiment, j'adore cette série. They have no idea what's going to happen. Quand on écoute vos chansons, il y a un mot qui revient, la douceur. Et maintenant que vous me dites que vous êtes une fan de Game of Thrones, je me dis que la série et le cinéma vous permet peut-être de dévoiler votre côté un petit peu plus trash, un peu plus énervé. Est-ce que justement regarder des films et des séries, ça peut être un exutoire pour vous? Ouais, c'est vrai, ça peut être le cas. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça permet de se focaliser sur autre chose. Et que, je sais pas, quand on est stressé ou même qu'on a un chagrin, quel qu'il soit, je sais que moi j'ai pu me faire 2 saisons de Dexter dans ce genre de moment. Ah oui, donc oui, ouais. Le serial killer pour évacuer une forme de violence c'est vrai, personnelle. C'était pas mal, ouais. Et petite, Scream, par exemple, ça me faisait très très peur. Ou X-Files, j'en dormais pas la nuit.
Ouais, ça me ressemble pas forcément, mais c'est vrai que je peux avoir une petite addiction pour le côté un peu autodestructeur. Les trucs qu'on aime bien regarder, on sait que ça nous fait du mal, mais c'est sympa quand même. C'est bon quand même, ouais. Et le cinéma, qu'est-ce qui va vous amener dans les salles? Est-ce que vous allez en salle parce que... Ouais, j'adore aller au cinéma. Alors aussi bien ce que j'appelle les films du dimanche, c'est genre les 30 ans sinon rien, quoi. J'adore Wes Anderson aussi. Les films des frères Cohen aussi, j'ai vu dernièrement avec César, le dernier, qui est assez concept. Et donc j'ai pas un style particulier quand je vais au ciné. Non, mais quand vous me dites les frères Cohen, Wes Anderson, il y a quand même... ouais, ça c'est vrai que c'est assez similaire. Décalé, Oui, mais alors j'adore aussi Freaky Friday, quoi. Enfin, ou je sais pas, oui, ça peut être aussi le côté tous les films avec Lindsay Lohan, je les adore. C'est bien, mais c'est bien d'assumer ça. Mais oui. A truth we could see if we had, but if we had faith, cut. Mr. Mannix. What's up? The director can't find Baird Whitlock. Somebody slipped it under my door. We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are we? The future. Quelle est la sensation que vous recherchez le plus devant un écran? De m'échapper. De vraiment d'être happé par un film ou une série et de penser qu'à ça. Mais c'est un piège parce que après on fait rien d'autre, quoi. Alors s'il fallait résumer, quelle spectatrice êtes-vous, Joyce Jonathan? Une spectatrice passionnée. Je sais qu'au fond l'amour sans toi n'a pas de raison. Une spectatrice passionnée qui assume autant son côté fleur bleue qu'un peu décalé, pas si sage la donzelle. Dans le Screen Parfait, rencontre avec un cinéaste pour qui le cinéma a une mission, celle de mettre en exergue les dysfonctionnements de la société ou de la justice à travers le récit de faits divers retentissants. Outreau, Clearstream et maintenant l'affaire Bamberski, Vincent Garanc sonde ainsi les tréfonds de l'âme humaine. Au nom de ma fille relate le combat d'un père incarné magistralement par Daniel Auteuil pour rendre justice à son enfant assassiné. Rendez-vous pour une leçon de mise en scène précise, juste après Madame et Série. Celle-ci s'intéresse notamment à la façon dont le petit écran raconte le monde impitoyable et très lucratif de la musique. Pour commencer, Madame et Série vous offre de quoi satisfaire votre appétit de série. Le festival Sérimania aura lieu au Forum des Images à Paris du 15 au 24 avril et le premier invité a été annoncé. Attention les yeux, puisqu'il s'agit de David Chase, créateur de la série qui a renouvelé le genre sériel en 1999 avec Les Sopranos. Il sera président du jury et donnera une masterclass. Cet amoureux de cinéma a non seulement imposé une réalisation parfaite à sa série, mais il y a aussi formé les plus gros showrunners et scénaristes d'aujourd'hui, comme Matthew Weiner, le papa de Mad Men, et Terence Winter à la tête de Boardwalk Empire et Vinyl. En parallèle, au Jeu de Paume, toujours à Paris, se tiendra un séminaire autour des séries du 18 mars au 22 avril, tous les vendredis. On s'y interrogera sur le fond, mais surtout sur la forme des séries, en explorant l'art du cliffhanger et de la coupure pub et autres stratégies narratives, en compagnie notamment de Christina Wayne, productrice de Mad Men et Breaking Bad. Voilà, maintenant que vous savez quoi faire pendant les 2 mois qui viennent, on parle musique. Depuis le lancement de Glee en 2009, le music business a trouvé un nouveau partenaire avec la télévision. Une aubaine pour un secteur en berne qui n'a pas su se préparer au téléchargement et au streaming et qui cherche désespérément des solutions alternatives pour remplir les caisses. I'm so proud to announce that as of today, Empire has acquired SwiftStream, the fastest and largest music streaming service in the universe. La série sert non seulement de support pour montrer de la musique, promouvoir des artistes et lancer des carrières, mais elle est aussi devenue un outil marketing redoutable qui fait gonfler les recettes des diffuseurs et des producteurs. I'm so glad we closed this deal. Pendant plusieurs années, les acteurs de Glee ont donc prolongé le plaisir et les rentrées d'argent au-delà de la série en tournant à travers l'Amérique et l'Europe pour reprendre les tubes que les fans pouvaient également acheter sur CD et sur iTunes.
Une idée géniale et un complément financier qui avait permis à Ryan Murphy de vendre la série musicale à la Fox. Diffusé depuis 2012, le soap Nashville reprend les mêmes recettes en organisant des tournées assurées par les acteurs de la série. Entre 2 saisons, ces acteurs-chanteurs surdoués parcourent l'Amérique pour lui servir un savant mélange de pop et de country. Seuls les 2 stars, Connie Britton et Hayden Panettiere, dont les cachets sont bien plus élevés que ceux des seconds rôles, ne participent pas à la sauterie, bien qu'elles chantent véritablement toutes les deux dans la série. Si aucune tournée n'est pour le moment confirmée, c'est avec sa bande originale que le drama hip-hop Empire s'est distingué. L'an dernier, elle a créé la surprise en se hissant à la tête du Billboard, le classement américain de vente d'albums, devant le Rebel Heart de Madonna, relayé à la 2e place. C'était la première fois que la reine de la pop ne trustait pas la première place depuis 1998. La BO s'était écoulée à plus de 100 000 exemplaires dès la première semaine de sortie. Look, I need Leviticus. I lost the venue for my cookout. Mais alors que Empire se fend d'une bande originale par saison, une autre série fait beaucoup plus fort. Il s'agit de Vinyl, la nouvelle bombe HBO produite par Martin Scorsese et Mick Jagger. La série, qui raconte un pan majeur de l'histoire de la musique américaine durant les années 70, propose une bande originale par épisode. La sélection des titres est assurée par Megan Currier et Randall Poster, 2 collaborateurs de Martin Scorsese, mais aussi de Wes Anderson et Harmony Korine pour le cinéma, et qui ont également supervisé la musique de Boardwalk Empire ou encore Mozart in the Jungle. Vous l'avez compris, la collaboration musique et série est au beau fixe. Les punks qui dorment en nous flairent bien le diabolique plan marketing, mais quand on aime... Il plane dans les films de Vincent Garanque une soif de vérité portée par des personnages qui se battent pour concilier justice et liberté. Après Présumé coupable et l'enquête, Vincent Garanque nous offre avec son nouveau film Au nom de ma fille, le dernier volet de son triptyque judiciaire, une histoire magnifiquement servie par des acteurs dont la responsabilité d'incarner une histoire vraie les illumine. Salut papa. Bonnes vacances, ma chérie. Oui, toi aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'étais là le jour de l'autopsie? Je suis médecin. Je voulais m'assurer que tout se passe bien. Arrête de mentir, qu'est-ce que tu lui as fait? Kalinka était comme ma fille. Jamais j'aurais pu lui faire le moindre mal. Je te crois pas. Bonjour Vincent Garanque. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes diplômé de la FEMIS, section réalisation, et ça date de 1993. L'enseignement, quel qu'il soit, c'est d'apprendre à savoir, et notamment savoir-faire. Qu'est-ce que vous avez appris à faire à la FEMIS? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une question, ça va pas, la réponse ne va pas forcément plaire, mais je me rappelle que Jean-Claude Carrière disait finalement ce qui est important dans une école, c'est la pédagogie de la cafétéria. Et c'était très juste. En fait, ce qui est important, c'est pas tant ce qu'on vous enseigne, que les gens que vous allez rencontrer, qui appartiennent à votre génération et avec qui vous allez peut-être faire des choses plus tard. On n'était pas en demande de conseils, etc. Enfin, il y avait une espèce d'immodestie. Moi, je me rappelle, j'étais comme ça. On voulait pas apprendre, en fait. Et peut-être que ce métier-là ne s'apprend pas de manière scolaire. Et peut-être que ce métier, ça s'apprend en faisant des films. Mais ça signifie quoi pour vous, mise en scène? Mise en scène, c'est s'adapter aux acteurs. Je déteste le mot diriger. Je dirige pas les acteurs. J'ai tendance à les filmer puis à aller à partir de ce qu'eux proposent. En fait, j'ai écrit un scénario, donc j'estime que ce que moi
j'attends du film, il est dans le scénario, et après, j'ai pas envie de leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Je leur dis, bah voilà, le scénario, il est là, il y a un espèce d'accord tacite comme ça, maintenant, toi, qu'est-ce que tu me proposes? Et je pars de là. Mettre en scène un acteur, on essaie de le découvrir, apprendre à le connaître, voilà, on manœuvre. Il y a une part de manipulation un petit peu, mais c'est pas péjoratif. Bonjour, vous êtes Monsieur Krombach? Oui. Je suis maître Finkiel, huissier de justice, et je suis mandaté par Monsieur Bombierski pour procéder à un constat d'adultère. Je vais vous demander de me laisser entrer. Non. J'applique une décision de justice, monsieur. Ne me contraignez pas à appeler la police, pardon. Excusez-moi. Bonjour, vous êtes bien Madame Bombierski? Oui. Je suis désolé de cette incursion, mais je voudrais procéder à un constat d'adultère. Dans ce film, vous mettez en scène des personnages et des situations qui ont réellement existé. Est-ce que cela vous emprisonne dans un découpage préétabli? Non. En fait, moi, je n'ai plus de découpage. On fait un découpage quand on a les acteurs. C'est ça, c'est le truc que je ne savais pas faire avant, mais en fait, on commence par on met les acteurs, et puis on cherche, on se donne ce petit temps qui est extrêmement important de pas savoir, de se laisser surprendre, d'avoir forcément on a quelque chose en tête, mais finalement peut-être l'acteur va vous proposer autre chose. Ça, c'est Jean-Claude Carrière qui nous a appris des choses. Vous voyez, on a déjà appris des choses à la Fémis. Il nous disait, il faut piller l'imaginaire des autres. Voilà. Il disait être scénariste, c'est piller l'imaginaire des autres, et moi je pille l'imaginaire de mes scénaristes, je pille l'imaginaire des acteurs. Les acteurs, ils ont un imaginaire, ils se projettent. Il faut regarder ce qu'ils proposent et puis prendre ce qui vous plaît. André, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'étais là le jour de l'autopsie? De quoi tu parles? C'est écrit noir sur blanc dans le rapport. Tu étais présent le jour de l'autopsie. Je suis médecin. Je voulais m'assurer que tout se passe bien. Et ça rimait à quoi, ce simulacre de réanimation que tu as tenté le matin de sa mort? J'ai déjà expliqué. J'ai tout essayé pour la sauver. Tout ce que tu as fait était absurde. Tout, c'est écrit dans le rapport. Certains metteurs en scène multiplient les prises. Parfois par sadisme, mais d'autres fois pour permettre justement à l'acteur d'arriver à ce moment où la scène lui appartient plus qu'au réalisateur. Est-ce que vous êtes un réalisateur qui multipliait les prises? Chaque scène génère des problématiques différentes. Enfin, c'est jamais la même chose. En fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Et par exemple, dans les scènes d'interrogatoire au nom de ma fille, je fais exprès de multiplier les prises parce que j'essaie de saisir au montage le moment où ils oublient de jouer. C'est-à-dire ce moment pour où casser la technique. Pour casser ce que vous appeliez tout à l'heure, les repères ou le savoir-faire. Voilà, à un moment, je fais ça. Dans ce cas-là, j'avais toujours 2 caméras et on envoie, mais alors 15, 20 prises. Après, on a une matière absolument foisonnante, mais on peut aller chercher le petit moment et c'est jamais dans la même prise. Là, ici, il a oublié de jouer. Tout d'un coup, ça devient... il ne joue plus. C'est-à-dire il est tellement dans la répétition qu'il ne contrôle plus rien et là, ça devient vraiment intéressant. Dans toute cette histoire, tu n'as cherché qu'à te venger de Dieter, parce qu'il t'avait volé ta femme. Tu t'imagines des choses, tu es devenu fou. Ah non, mais moi, je m'imagine rien. Moi, je suis sûr. Quand on interroge Daniel Auteuil, il dit, pour parler de votre travail, que vous fabriquez beaucoup au montage. Alors, est-ce que vous seriez comme Godard, pour qui le montage est le fin mot de la mise en scène? Ça, c'est certain. Et j'avais le fantasme de trouver le monteur idéal qui montrait le film tout de suite, sans effort, et ce serait formidable, mais évidemment, ça n'existe pas. Et en fait, je me suis rendu compte au fil de mes films qu'on n'échappe pas à cette étape, et qu'au contraire, il faut l'affronter exactement comme on affronte le scénario. Et pour moi, c'est l'écriture ultime du film. Et je me suis inventé une méthode. J'essaie qu'il y ait plusieurs monteurs, en fait. C'est un moyen déjà, à un moment, pour moi, dans un premier temps, de choisir vraiment très précisément les prises, de faire vraiment la dentelle des séquences, etc. Et puis à un moment, quand je me perds un petit peu, je cède la main, quelqu'un d'autre me donne des idées, je pille l'imaginaire d'un autre monteur, et pas du même, et ça va me redonner des idées. Enfin voilà, j'essaie vraiment de faire comme on fait pour les scénarios, en fait. Mais au montage, ça ne se fait pas tellement. On passe au cas concret. Oui. On a la chance de disposer de la scène d'ouverture du film. Bonjour monsieur, c'est la police. Reculez, reculez. Mettez-vous là. Parce que tout le monde me dit, mais tu commences toujours tes films par des arrestations, etc. Et en fait, c'est pas du tout une volonté, c'est un truc qu'on trouve en montage, en fait. C'est pas du tout un truc qui est décidé à l'avance. Cette scène est arrivée par un déplacement de scène. C'est des choses vraiment d'écriture. C'est comme quoi le montage est une écriture. C'est que la scène où la juge lui dit, mais vous n'avez pas le droit de vous faire justice vous-même, etc., qui est la voix qu'on entend sur cette séquence, était à l'origine dans le scénario à la fin. Et de la déplacer et de la mettre en ouverture, tout d'un coup, ça lui donne une dimension beaucoup plus forte et ça nous permet de rentrer dans le film, ça nous expose le menu du film. C'est l'histoire d'un type qui se fait arrêter et qui s'est fait justice lui-même. Je suis contrainte de vous mettre en examen pour enlèvement, séquestration aggravée, coups et blessures volontaires et association de malfaiteurs.
Je vous place sous contrôle judiciaire et vous maintiens en garde à vue. On ne se fait pas justice soi-même, monsieur Gomberski. Puisqu'on est là pour apprendre à lire vos images, et apprendre à lire des images, c'est interpréter, comment on peut interpréter la couleur de la chambre et celle vestimentaire de Daniel Auteuil? Cette chambre qui a les mêmes couleurs que ses vêtements, elle semble pour moi être une cellule de moine. Oui. Il y a presque, dans sa façon de s'habiller, l'ascèse d'un homme mis à l'isolement, et le col de sa chemise étant boutonné jusqu'en haut, j'ai l'impression de voir un membre du clergé. C'est vrai, mais il y a une dimension catholique dans ce film de toute façon. De toute façon, ça c'est le film, c'est le parcours d'André Bomberski. Il y a un sacrifice, quoi. C'est le personnage, il est là en fait. Le personnage, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui, André Bomberski, ce type qui porte cette histoire comme une croix. Autre élément de mise en scène qu'on peut noter, c'est le choix des acteurs. Il y a Daniel Auteuil, et vous choisissez de prendre un personnage qui joue le commissaire plus grand que lui. Parce qu'il y a une question de regard. Là aussi, apprenons à lire et interpréter vos images. Vous avez raison. Il y a l'idée il regarde la justice qui est au-dessus de lui. C'est vrai, c'est un petit homme. Mais moi, j'ai toujours dit, André Bomberski, c'est un petit homme qui se bagarre tout seul. Et là, c'est vrai que, comme Daniel n'est pas très grand, mais ça raconte quelque chose qui n'est pas conscient. C'est un petit homme qui soulève des montagnes. Et à la fin du film, il est dans les montagnes et c'est un tout petit homme. Je n'ai jamais eu l'intention de me faire justice moi-même, madame. Je n'ai fait que pallier les lâchetés successives de la justice française. Pourquoi filmez-vous ? Je crois qu'il y a dans le cinéma, dans la fiction, il y a un refuge. On refuge. Je crois que quand on filme, on ne pense pas à autre chose. Moi, j'ai besoin de ça. C'est-à-dire, j'adore la vraie vie, j'adore ma famille, j'adore mes enfants. Mais j'adore aussi, j'ai besoin de... Et je crois qu'on filme pour fuir une certaine forme de réalité. Et même si on a envie de la raconter. Ciné, séries et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez forcément reconnu l'icône déclinée à l'infini qui se trouve derrière moi, Barbie. Bien plus qu'une poupée, un phénomène de société, un objet culturel aussi encensé que décrié. Le Musée des Arts Décoratifs lui consacre une exposition qui témoigne ainsi de l'évolution et de l'influence de la demoiselle. Quant à notre coup de cœur cinéma de la semaine, il va au film Chala, une enfance cubaine, le portrait d'un jeune garçon qui vit dans la misère, happé par la rue, sauf quand il est tiré vers le haut par l'institutrice qu'il adore. Une plongée aussi bouleversante que solaire dans les quartiers pauvres de la Havane qui vous emporte du début à la fin. Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pépites et de belles aventures. Salut!